Allez, aujourd'hui, survolons la Corse, cette terre de caractère, communément appelée l'île de beauté, et c'est sur le redoutable GR20 que nous verrons ensemble comme cette description est presque en dessous de la réalité. À ma connaissance, vous êtes d'ailleurs les tout premiers à parcourir ces paysages modélisés en haute définition. Bien sûr, il y aura quelques audacieuses comparaisons avec le patron des patrons Google Earth, et en chemin, j'aurai l'occasion de vous parler des contours de notre projet Code Gaia. Ça sera précis, ça sera professionnel, avec en fond nos tout meilleurs pingouins surfeurs. Allez, comme disait notre Serge, partons à la dérive sur le GR20, GR initial de grande randonnée, qui est aussi considéré comme l'une des plus belles d'Europe, mais aussi une des plus difficiles. Et si tous les meilleurs randonneurs parlent d'engagement et de passage pointu, c'est un parcours qui nous renvoie à notre condition d'être humain fait de chair et d'eau, et très vite de muscles douloureux et autres stratifications d'ampoules sur pieds meurtris. Pour mieux mesurer l'apport de notre projet Code Gaia, nous utiliserons aussi Google Earth. De part et d'autre, nous observons la même crête. Nous sommes réellement au même endroit, tout près du refuge de Palieri, notre seconde étape. À gauche, vous reconnaîtrez le patron des patrons, et à droite, notre Challenger et son architecture volumétrique. Ici, cette précision des volumes est saillante et évidemment peut être pertinente avant de préparer sa randonnée. Comme nous l'avions vu dans les précédentes vidéos, nous sommes ici devant deux écoles bien différentes. Google Earth représente l'espace 3D avec de grands triangles de plusieurs dizaines de mètres sur lesquels sont superposées des photos satellitaires, elles en haute définition. Notre architecture représente cet espace avec des petits volumes qui fusionnent différents types d'informations, dont la colorimétrie. Nous survolons ici les magnifiques aiguilles de Bavella, la lumière faisant jaillir ces colonnes tournées vers le ciel. Et bien sûr, notre architecture est aussi porteuse de bien sombres nouvelles pour ceux qui avaient mesuré sur l'outil du géant américain que ce chemin était peut-être jouable. Allez, direction le refuge d'Asino, et nous aurions pu mettre en avant les atouts propres à notre jumeau numérique simulable, le feu, inondation, bliblabli. Nous aurions pu, oui, mais résonnent encore ici les paroles d'un Raphaël Jesca, échange enregistré lors d'un très joyeux podcast, je vous laisse l'écouter. Ah, ça, c'est la Corse. Calvi, l'île de beauté. Ça, c'était spécialement pour Raphaël que je l'avais fait. Magnifique. Tu vois? Et Alors, tu sais, et je voulais faire montrer qu'on pouvait allumer un feu, et j'ai fait, non, non, je vais pas allumer de feu là. Je vais avoir que des problèmes. J'allumerai un feu plus tard. alors, on peut le faire, mais il faut pas le faire. C'est vraiment ça. Alors après ces mots amicaux, mais forts de mon ami corse, vous comprendrez bien qu'aucune flamèche ne sera allumée ici. Et si vous souhaitez comprendre l'intérêt de simuler des feux de forêt, je vous recommanderai pour des raisons propres à ma sécurité personnelle une autre vidéo que je vous laisserai en description. Gardez en mémoire que notre projet s'inscrit dans cette école d'une vérité numérique, autrement dit ce qui est affiché a été enregistré par les tout meilleurs capteurs et tout est au plus proche de la réalité, excepté peut-être les pingouins surfeurs. Une fois passé le refuge, c'est une très belle étape, presque tranquille qui s'annonce. Les premières ampoules commencent à guérir et c'est vrai que l'on se sent bien, profitant de cette belle nature qui nous dit un grand oui. Alors l'envie est grande de se mettre à courir, de caresser une vache qui passait par là et de rire aux éclats parce que finalement, c'était pas si compliqué que ça le GR20. Bien sûr, les muscles commencent à tirer, mais vous avez fait le plus dur. Penseriez-vous bien naïvement si c'était votre tout premier GR20 ? Devant vous, quelques arbres vous protègent du soleil et du vent, et ça fait vraiment du bien, cette expérience du beau. À vous, les crêtes sublimes où la mer vous envoie son énergie, la mer et les vents que vous allez découvrir et qui peuvent être une surprise pour tous ceux qui n'ont jamais fait l'expérience d'être comme de la paille. C'est aussi ça le GR20, cette présence au monde. Nous nous donnons à lui et il nous écrase par sa beauté et en vérité, il finit par nous écraser tout court.
Déjà, la 6e étape se dévoile, le GR20 en contient 16. Vous êtes presque à la moitié. Même si chaque année, la moitié des 20 000 randonneurs ne le finissent pas, certains le font en moins de 16 jours. Même si, évidemment, j'ai envie de les taquiner sur le côté, moi je l'ai fini en 4 jours. Mais pas d'espièglerie ici, car c'est réellement une performance incroyable et digne, où tout le corps est éprouvé par le feu. J'ai une pensée pour mon ami Nicolas Champion qui l'avait parcouru dans le sens des sportifs aguerris et autres inconscients du nord au sud. Mais pour s'initier, il est recommandé de commencer ce GR20 au sud, comme nous le faisons. Parce que, comme vous le verrez bientôt, le nord et ses montagnes s'expriment merveilleusement bien dans une 3 dimensions acérée. Comme sans doute vous l'avez vu, le GR20 est aussi affectueusement nommé la salade de cailloux, parce qu'il y a à peu près tous les types de cailloux que vous pouvez rencontrer sur la Corse, la planète et bien au-delà. Vous passerez de cailloux mouillés en dalles de pierre et autres pierres tranchantes, et jamais vous ne vous direz que vous avez mis trop cher dans vos chaussures de randonnée spécial chemin de pierre. Vous l'avez sans doute noté, je reste sur un montage vidéo presque linéaire suivant les pistes de randonnée avec l'espoir de partager ce GR20 avec tous, ceux qui en ont fait l'expérience, je dirais, charnelle et qui s'en souviennent avec les larmes aux yeux, et plus généralement à tous les amoureux du beau. Entre deux refuges, laissez-moi vous parler de mon chemin personnel, de ma passion pour les architectures graphiques. Cette première démo a été réalisée en 1992 et si les couleurs sont aujourd'hui embarrassantes et ont provoqué beaucoup de rires cruels de soi-disant directeurs artistiques, c'était vraiment une folie de programmation codée dans le plus pur assembleur et qui m'avait permis de rejoindre Cryo, sa folie et de découvrir de nouveaux horizons. À noter, ça tourne sans carte graphique avec une puissance qui serait aujourd'hui considérée comme hilarante. Et autre point, c'est déjà une architecture volumétrique, une architecture efficiente. En 1998, je travaillais sur un nouveau moteur graphique, plus spécifiquement sur l'affichage de paysages pour le projet Conflict Zone. Et permettez-moi d'insister sur ce fait, ce nouveau moteur graphique était le fruit direct de l'arrivée des premières cartes graphiques. C'était les premières, c'était pas la folie non plus, même si dans nos yeux de l'époque, c'était en vérité vraiment la folie. Elles étaient très limitées et pour bien les utiliser, il fallait évidemment rester jouer dans leurs limites. Et pour ce faire, il fallait représenter le monde 3D avec de grands triangles sur lesquels nous plaquions nos plus belles textures. Évidemment, si vous remplacez le mot texture par photo satellitaire, vous réalisez immédiatement l'affiliation de ce Conflict Zone avec un Google Earth sorti bien plus tard en 2005. Alors, j'aimerais vous dire que nous étions précurseurs, que ces Américains de Google Earth me doivent tout, mais c'est le jeu vidéo Motocross Madness de Microsoft, sorti en 1998, qui nous montrait la possibilité d'un monde 3D à l'échelle. Les cartes graphiques des années 2000 étaient une vraie révolution, et pour le meilleur et pour le pire, les limites du hardware des années 2000 ont façonné les outils d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos processeurs, nos cartes graphiques sont des titans et nous offrent en comparaison une puissance incroyable et un nouvel océan de possibilités autour de la visualisation et la simulation d'un monde vivant. Sur le GR20, il y a plein d'endroits hostilement beaux où il fait bon s'arrêter et contempler. La brèche de Capitello est une de ces folies très bien indiquée sur Google Earth. Code Gaia, là encore, vous propose une représentation granuleuse, presque prétentieuse, mais c'est la réalité qui veut ça, c'est pas pour rien que c'est la Corse, joyau français, et ça aurait du panache. Un seigneur des anneaux tourné ici, je vois déjà la forteresse blanche assiégée par des milliers d'agents, autonomes, fourbes et velus, mais je me le garde pour une autre vidéo. Restons sur un esprit professionnel pingouin surfeur. Allez, comme nous sommes encore sur une étape pour corps humain, j'aurais tendance à dire, je prends ce temps pour vous remercier pour vos commentaires et le ton presque amical de nos échanges. Et nous sommes à 10 minutes et si vous êtes encore là, n'oubliez pas d'envoyer votre meilleur pouce avec force et audace.
Pour ceux que ça intéresse, j'espère sortir une première version grand public autour de l'été 2025. Code Gaia étant le nom de l'architecture, nous reparlerons plus tard de son nom définitif. Le prix sera fixé entre 20 et 30 euros et il tourne déjà à 60 images par seconde sur une GTX 1070, ce qui est très raisonnable. La taille du disque est en réalité la vraie question, parce que c'est là que ça se joue dans le géospatial, et sur ce sujet précis, j'y travaille encore. Vous pourrez explorer le monde et sa bathymétrie avec une précision de 30 mètres, et plus localement, vous pourrez découvrir une bonne partie de la France en haute définition, et plus tard le Japon, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, et partout. Vous pourrez construire votre petite maison ou un immense château, ou tout ce que vous voudrez. Pour ceux qui seront vraiment chauds, le projet contient un langage pour coder vos propres idées, parce que le projet a été pensé pour qu'il puisse me dépasser et vraiment devenir un bien commun. Il va commencer aussi à être utilisé par des instituts du géospatial. C'est encore tout neuf, donc je reste prudent, mais évidemment ça me rend très fier. Et dans ces temps où le mot allié redevient malheureusement matière à discussion, il n'est pas inutile d'avoir ses propres cartes dans les mains. Et nous revenons sur le GR20. Si vous avez une nature de cabri, vous découvrirez le 14e refuge près de la station de ski. Et si vous n'êtes qu'humain, évidemment, ça va être plus tendu cette arrivée, mais ne vous inquiétez pas, ça sera très beau. Ici, le Corse apprend à skier depuis qu'il est petit, de flaque de neige en flaque de neige. Là-bas, les pistes font au maximum une vingtaine de mètres et il faut posséder un bon flex sur les genoux pour évoluer jusqu'en bas des pistes. Alors, on peut le faire, mais il faut pas le faire. Alors, j'arrête là mon espièglerie. Évidemment, ces images ont été capturées au printemps. Mais ce n'est pas le problème de ces troupeaux de pingouins surfeurs, ces petits agents autonomes géolocalisés pour ceux à qui cela parle, qui se déplacent joyeusement pour habiter le monde et le rendre vivant. Allez, c'est bientôt la fin et je vous laisse sur ces dernières images avec la musique de Raphaël Jesca. C'est un des artistes dans le jeu vidéo qui est le plus connu et aussi dans le cinéma. Ma fille me disait en regardant un top 10 de Netflix « Ah, t'as vu papa, il y a Raphaël qui a fait la musique du Mont Jordan ?» Oui ma fille, mais il a aussi fait la musique de mes Pop Island, alors un immense merci à Raphaël. Nous savons tous les deux ce que les jeux te doivent.